Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Vous connaissez le principe, 50 minutes de débat, 4 invités, vos questions, vos commentaires et le tout en direct. Alors n'hésitez pas, nous allons parler de la prison aujourd'hui, surpopulation carcérale, alternative à la prison, exécution des peines. Tout ce vocabulaire revient souvent dans l'actualité. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Agen, à l'école des surveillants de prison, pour en parler. On verra ce que vous et nos invités pensent de ces annonces. Nous parlerons aussi de la guerre commerciale que Donald Trump menace de déclarer et de la réponse que tente d'y apporter l'Europe. Protectionnisme, populisme, souvent les deux mots vont de pair. En tout cas, on verra que Marine Le Pen les rejette, elle, en bloc, alors que le populisme marque des points en Europe. Enfin, nous parlerons d'un thème qui n'est pas si éloigné, celui de la formation professionnelle et donc du chômage, du risque de déclassement qui alimente souvent le populisme. Bonjour Sophie Obadia. Vous êtes la femme de la situation puisque vous êtes avocate pénaliste et que vous connaissez très bien le premier sujet dont nous allons parler, celui de la prison. Alors merci d'être avec nous. Bonjour Daniel Bilalian. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien présentateur du journal de 20h et directeur des sports de France Télévisions. Pardon, nous ne parlerons peut-être pas de foot aujourd'hui malgré le match PSG-Real Madrid. Un pronostic très vite comme ça. Non, un petit pronostic pour ce soir. Non, tout peut arriver, je crois, ce soir. Moi, je pense que le Real Madrid va s'en sortir. Bon. Malheureusement. Et puis, vous avez publié Les Évadés. C'est un formidable récit des exploits de prisonniers français pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est paru aux presses de la Cité. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du célèbre bloc-notes du vendredi dans Le Figaro. Et vous avez récemment publié Macron, la grande mascarade. C'est paru l'an dernier aux éditions L'Artilleur. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Rédacteur en chef au Figaro, vous dirigez le service économie France du Figaro et vous allez nous dire tout le bien ou le mal que vous pensez des réformes en cours et de tous les autres sujets. Bien entendu. PSG, non. PSG, vous avez raison de me le rappeler. Non. 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 Pas de pronostic. Non, moi je suis pour Federer. D'accord, ok, c'est vrai, j'avais oublié, il n'y a que le tennis qui compte pour vous. Alors, on va d'abord commencer par la prison. Donc c'est encore un chantier lancé par Emmanuel Macron, celui des prisons qui sont pleines à craquer et des surveillants qui, eux, sont prêts de craquer. Comme on l'a vu en janvier, l'idée que veut vendre Emmanuel Macron est que la prison n'est pas la seule possibilité de sanctionner les délinquants, mais qu'en revanche, quand une peine est prononcée, elle doit vraiment être exécutée, et ce, dès la sortie du tribunal. Sophie Obadia, c'est une façon de déguiser, de vider les prisons, cette réforme annoncée ? Probablement qu'à terme, ça pourrait vider les prisons, oui. Ce que recherche Emmanuel Macron, comme toujours, c'est l'efficacité. Donc une peine prononcée doit être exécutée. C'est un des problèmes que nous rencontrons en France. Les peines ne sont pas exécutées dans leur grande majorité. 100 000 peines de prison ferme non exécutées voilà, en stock. En stock, comme vous dites, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que l'emprisonnement à titre provisoire, c'est-à-dire avant le procès, est très important en France. 20 000 prisonniers qui attendent d'être jugés. Donc il va falloir jouer sur les masses et essayer effectivement d'alléger cette surpopulation carcérale qui est un crève-cœur dans ce pays et qui continue d'être un problème que nous n'avons jamais su gérer. Une bonne façon de répondre à la surpopulation carcérale, Yvan ? Je suis un peu partagé, je ne suis pas un spécialiste comme Maître Obadia, mais en effet, il y a une surpopulation carcérale évidente, il y a un manque de prisons évident, mais ce que l'on a vu apparaître récemment avec les mouvements de surveillants, c'était des mouvements de surveillants c'était des surveillants qui avaient été agressés, eux, par des radicaux, par une sorte de djihad carcéral. Il y a cela aussi qui s'est rajouté. Et l'on sait aujourd'hui que la prison, ce n'est plus la prison que l'on a pu connaître il y a 50 ans, c'est une prison qui est un ferment de radicalisme. Et donc, ce sujet-là s'impose également. Et on comprend très bien que quand on met maintenant en prison, on risque d'en ressortir très différent de ce que l'on était auparavant. Et donc, ce problème de la radicalité, ce problème de la présence des aumôniers musulmans, en l'occurrence, et ce problème de la prise en compte de cette contre-société qui, également, dans son travers de la délinquance, se retrouve majoritairement maintenant en prison, n'est pas posé. Et donc, je veux bien entendre, naturellement, que les peines de prison ne soit pas la réponse à tout. Je peux très bien comprendre qu'il y ait des peines alternatives, des travaux d'intérêt général. Tout ça, c'est compréhensible. Mais il me semble que le vrai problème est encore une fois évacué. Daniel Bilalian. Moi, je suis un peu de cet avis, c'est-à-dire que le seul problème qui n'est pas abordé aujourd'hui, c'est ce problème-là, c'est le problème de la radicalisation en prison, parce que ce dont se plaignent les surveillants de prison, c'est pas
pas de la prison en général, c'est de ces internés-là, c'est de ces personnes-là qu'ils se plaignent. Et moi, la seule chose que je trouve positive, si c'est vrai, et s'il le confirme là dans son discours, nous en parlions tout à l'heure, c'est que les peines soient appliquées immédiatement et qu'il n'y ait plus un juge d'application des peines qui, entre-temps, puisse encore différer ou changer la nature du jugement. Marc Landré, est-ce que vous êtes sur la même ligne en disant que c'est la radicalisation dont il faut se préoccuper d'abord, ou sur la ligne, c'est la masse quand même qui prime? Comme Yvan Rioufol, je ne suis pas un grand spécialiste des prisons. Cela dit, que la radicalisation soit un problème en prison, c'est un fait, mais ce n'est pas forcément le seul. Et d'ailleurs, quand on demande aux gardiens de prison quel est le problème, ils dénoncent surtout et avant tout un problème de moyens. Ils ne sont pas assez nombreux, et avec une population carcérale qui est trop nombreuse par rapport au nombre de places disponibles, qui fait qu'en effet de ciseaux, ils se retrouvent à être totalement démunis. Donc, qu'il y ait un problème de radicalisation en prison, c'est une évidence, et personne ne peut le nier. Maintenant, il y a aussi un problème de moyens, et il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on crée des places, non pas des places de prison, parce qu'il faut 10 ans pour construire une prison. Donc, tous les gouvernements précédents ont dit on va construire des places de prison supplémentaires, sauf qu'il faut les financer, ça coûte cher, il faut 10 ans, et on annule les projets. Donc, avant tout, peut-être qu'il faut aussi renforcer les moyens à l'intérieur des prisons pour pouvoir mieux gérer les hommes qu'on y met. Et un petit chiffre pour rappeler les ordres de grandeur, c'est 1 000 € pour quelqu'un placé sous bracelet par mois, 4 000 € pour quelqu'un qui est dans une cellule incarcérée. Ça aussi, ça doit être... Tout à fait. Économiquement, puisque vous vous occupez d'économie, effectivement, le bracelet électronique est beaucoup plus rentable, si je puis m'exprimer ainsi, et les petites maisons d'arrêt ou les petits centres de détention qui sont aussi dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire des petites structures où on gère mieux les détenus, sont également à l'ordre du jour. Mais pour répondre à Yvan Rioufol, effectivement, la question de la radicalisation, elle est évidente, mais elle sera traitée, je pense, dans le volet qui concernera la lutte contre la radicalisation en France, et évidemment, le volet prison est primordial. Donc là, nous parlons de prison, surpopulation, aménagement des peines, peines alternatives à la prison, qui est une autre question. Et la réalité de ce que veut Emmanuel Macron, c'est que les peines courtes, celles qui sont inférieures à une année, ne soient pas effectuées dans un lieu fermé. C'est déjà le cas. Je me souviens d'une circulaire de Mme Rachida Dati qui, c'est plus compliqué que ça. Sous votre contrôle, exempté de prison, c'est les peines qui étaient inférieures à 3 ans, je crois. 2 ans. 2 ans, le pardon, seuil à est 2 ans. 2 ans. À 2 ans. Et donc, là, on invente rien. Daniel Bilalian, et puis je donnerai quelques juste réactions. Un détail, je voudrais ajouter. On parle de surpopulation en prison, des problèmes d'hygiène, etc. Il y a plusieurs années de ça, j'avais écrit un livre sur les prisons. Et vous savez, ce qui fonctionne le mieux aux États-Unis, dans les prisons, c'est l'hygiène. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce qui marche le mieux, c'est la laverie, parce que les gens peuvent se doucher 5 fois par jour, changent de vêtements tous les jours, et ça donne à l'atmosphère de la prison quelque chose de très différent de ce qui existe en France. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, il y a une meilleure atmosphère dans les prisons. Il y a d'autres techniques, il y a les animaux de compagnie, par exemple, au Canada. Mais là, les Américains que j'avais rencontrés parlaient surtout de l'hygiène. Alors, je vais donner quelques-unes des réactions qui sont évidemment nombreuses sur le sujet. Geneviève qui nous dit pas d'accord pour vider les prisons, il fallait en construire. On vient de le rappeler. C'est certes, il y a un programme qui est en cours, mais ça prend du temps. Et puis généralement, il y a des hostilités aussi des élus. Et puis aussi le manque de volonté des gouvernants non pas aussi, parce que s'il y a un tel retard, c'est parce que les décisions n'ont pas été prises. Le droitiste qui rejoint cet avis en disant qu'il faut construire davantage de prisons et recruter des surveillants. Et Kalinda, ce serait une mauvaise mesure, car ça met la population en danger. C'est parlant du bracelet électronique qui n'est pas un moyen dissuasif, il faut agrandir les prisons. Donc pour le moment, plutôt unanimité pour dire. Mais en tant que praticienne, pour résumer, vous estimez que ça va dans le bon sens? Oui, j'estime que ça va dans le bon sens parce que je pense que la prison est devenue criminogène, c'est incontestable. Est-ce et qu'on que n'a pas des jeunes gens qui sont placés en détention provisoire, notamment pendant 4 mois, 8 mois, alors qu'ils n'ont jamais connu la détention, ne vont pas ressortir de là améliorés, c'est une certitude. Est-ce que, Yvan, un des arguments pour la réforme annoncée, c'est de dire on a tout essayé et finalement la situation elle est catastrophique depuis des décennies, donc autant tenter autre chose. C'est vrai que nous ne sommes plus du temps où Verlaine, par exemple, à la prison de Mons en Belgique, pouvait écrire ses plus beaux poèmes pendant ses 2 ans de rétention, de détention. Et là, cette prison-là, ce genre de prison-là, qui était une prison presque rédemptrice, n'existe plus. Donc, naturellement, maintenant, quand on va en prison, on en ressort plus abîmé qu'auparavant.
Donc il faut prendre en considération ceci. Et il faut peut-être envisager, en effet, de voir que des peines, par exemple, celles des délits routiers ou celles de trafic de drogue ou de détention de cannabis, ne méritent peut-être pas, si elles le méritent encore maintenant, d'ailleurs je n'en suis même pas sûr, elles ne méritent, en tout cas pour les délits routiers, si. Grave. Oui, mais enfin, en tout cas, pour ces délits-là, on peut peut-être comprendre qu'en effet, ces délinquants n'ont rien à faire en prison et que des peines alternatives puissent. Moi, je suis assez le bracelet électronique. Moi, je suis assez pour les travaux d'intérêt général. Je trouve que c'est pas mal parce que ça, c'est au moins ça. D'abord, ça. Il y a peu de place en réalité parce que là encore, les collectivités territoriales ne marchent pas dans la commune. Ça me paraît être quand même plus facile. 3% des délits sanctionnés en France. C'est très peu. Et ça, moi, je serais assez pour. Et pourtant, les tiges existent depuis bientôt 40 ans. Le problème du travail d'intérêt général, c'est qu'il faut sans doute loger, nourrir ces gens-là. Il y a beaucoup de travaux d'intérêt généraux qui sont des peines qui sont à faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qui se font dans le cadre de la journée. Donc après, les gens rentrent chez eux le soir. Il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas d'isolement. Je trouve que ceci est pas mal. Il y a un encadrement. Et même Berlusconi y a participé. Il était très bien. Vous voyez comme ça lui a réussi. Non, sérieusement, je crois que le bracelet électronique, alors c'est peut-être pas la panacée parce qu'il n'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Et pourtant, là encore, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Donc c'est très long de mettre en place une nouvelle peine alternative à la prison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est infamant. Le bracelet électronique, pour quelqu'un qui travaille, c'est un gros bracelet qu'il porte à la cheville, qui, quand il s'assoit autour d'une table comme nous autres aujourd'hui, se voit. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est plus infamant qu'une peine de prison qui vous écarte de la société. Vous êtes dans la société, mais on sait que vous avez été puni, et sévèrement puni, puisque vous portez un bracelet électronique. La difficulté, pour répondre à l'internaute, c'est que le manque de moyens là aussi existe, à savoir pour contrôler les allées et venues de ceux qui portent un bracelet électronique. Alors, vous voyez, Coralie vous rejoint en disant que c'est une bonne idée, toujours le bracelet électronique pour les prisonniers qui ont un comportement correct, c'est vrai, qu'ils sont peu, mais il y en a donc, oui, pour plus d'aménagement de peine. Voilà. Thierry qui suggère d'utiliser les prisonniers à l'entretien des routes ou en forêt. Cela fonctionnait très bien avant et ça marche aux États-Unis. En plus, ça fait des économies. Je trouve qu'il a raison. Marc Landré, vous ironisez un peu et Yvan dit il a raison. Donc, non, vous n'êtes pas d'accord. Non, je trouve qu'il a raison. Pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, en effet. Des travaux d'intérêt généraux. C'est des travaux d'intérêt généraux. Parce que c'est très compliqué à mettre en place. Oui, j'ai entendu ça. Des normes de sécurité extraordinaires que les collectivités territoriales ne savent pas le faire. Elles ne savent pas le faire. Peut-être qu'elles sauront le faire un jour. Peut-être se donner les moyens de son ambition. Exactement. Mais en tout cas, il faut tout de même ne pas trop s'emballer parce qu'il y a quand même une pente dans tout cela. C'est la pente vers la facilité. Alors, une réforme de gauche pour contrebalancer. Je ne sais pas si c'est une réforme de gauche ou de droite. Enfin, Mme Taubira était effectivement une avocate convaincue du fait qu'il fallait sortir les gens de prison coûte que coûte. Ça ne m'a jamais convaincu d'aller à ce point-là, parce que pour elle, c'était en fait quasiment toute la prison qui était une institution qui était délégitimée. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Il faut entendre les spécialistes, que je ne suis pas sur ces peines alternatives, mais il faut quand même comprendre que la prison reste une punition malgré tout, et que cette punition, elle doit s'effectuer dans des conditions naturellement désagréables, parce que sinon, la prison ne sert plus à rien. Bien qu'il faille s'interroger maintenant de savoir. Désagréable. Oui, désagréable, bien sûr. Privation de liberté, la prison, c'est pas forcément désagréable. Oui. C'est pas censé être désagréable. C'est censé priver de liberté. Oui, peut se faire aussi dans des conditions humaines Enfin bon, c'est une peine. Une peine est toujours désagréable, c'est ce que je veux dire. Aux États-Unis, la prison, c'est uniquement la privation de liberté. C'est pas dormir à trois dans la la privation de liberté est désagréable. Non, mais le bracelet électronique est très désagréable. Ça, je peux vous garantir que pour quelqu'un qui le porte, c'est une entrave réelle. C'est la forme moderne quand même du boulet, pardon, mais c'est vraiment une façon d'avancer dans la vie qui vous limite. Si, c'est très difficile. Vous passez le moindre portique, vous sonnez, tout le monde sait que vous êtes puni. Voilà. Donc je pense qu'en termes de, encore une fois, d'infamie, c'est plus fort. C'est plus fort. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur des photos. Alors, Emmanuel Macron, avant d'être à Agen, aujourd'hui était à Fresnes, vendredi, dans un centre pénitentiaire. Le compte Twitter de sa photographe officielle a fait publier ses photos en noir et blanc, des photos très esthétiques, et vous allez voir, assez surprenantes. L'une d'elles montre, voilà, celle-ci, on voudrait qu'on s'y arrête. Emmanuel Macron, la main sur la porte d'une cellule, l'autre sur le cœur. Quel est le symbole? On va en parler quelques instants. Et une, enfin, où on le voit dans une cour de promenade, seul face à un mur et des barbelés. C'est quoi? Non, c'est pire que de la communication. Oui. Alors, Yvan, pire que de la communication. Surenchère de la part d'Yvan,
pire que de la communication. C'est de la propagande. C'est de la propagande parce que là, vous n'avez qu'un seul photographe, un photographe officiel qui fait d'abord des très belles photos, naturellement, qui n'impose que ces photos-là dans un exercice de mise en scène que l'on connaît maintenant de la part de Macron, qui est familier de cette chose-là. Mais je trouve que d'abord, cette manière qu'il a presque religieuse de s'incliner devant cette porte de prison me choque terriblement. Je ne vois pas quel est le message qu'il veut faire passer, sinon qu'il y aurait un innocent derrière la porte ou je ne sais quoi, ou qu'il faudrait prier pour lui. Je trouve ça très choquant et je n'aime pas, pour tout dire, chez Macron, il y a une des choses que je n'aime pas, c'est cette manière très systématique aujourd'hui de jouer de la théatrocratie, de la mise en scène et de ces images qui sont naturellement, par définition, fausses, puisqu'elles sont fabriquées, ou du moins qu'elles sont choisies. Ça me fait réagir. Oui, au-delà de l'interprétation qu'on peut faire ou pas des images d'Emmanuel Macron en prison, enfin du moins qui visite une prison, le pire, c'est que c'est le seul compte-rendu qu'on a de sa visite, c'est les photos. Oui. Il n'y a pas de photographes il n'y a pas d'autres photographes. Parce que la presse n'était pas, la presse conviée. n'est pas conviée. Donc, à la limite, je veux dire, moi, il n'a pas de Puma. Ça, il a des chaussures en cuir, et puis comme on voit la différence sur les photos Il y a un moment entre donné les aussi aujourd'hui où les hommes politiques sont obligés de se méfier de la presse. C'est-à-dire quand vous avez des gens de l'émission Quotidien qui vient et qui va venir délirer pendant une demi-heure sur quelque chose qui n'a pas eu lieu dans la prison ou qui l'interprète à sa façon, ça donne des résultats. Vous avez aussi des mêmes politiques qui vont sur le plateau de Quotidien pour faire des annonces. Mais il y a une méfiance aujourd'hui. Il y a une grande hypocrisie parce qu'il fait comprendre qu'il a été en prison sans la presse, etc., qu'il voulait faire une visite incognito, puis ensuite on vous balance. Il fait souvent ce coup-là. Il y a quelques années, ça n'aurait choqué personne. Pourquoi ? Ah bon ? Parce que la presse n'était pas aussi volontairement auprès, derrière, devant les présidents. Non, il y a toujours eu la presse présidentielle qui suivait le président partout où il allait. Là, en l'occurrence, c'est que la presse présidentielle n'a plus le droit de le suivre, et lui choisit qui le suit. Et là, en l'occurrence, personne. Je comprends, je suis moi-même journaliste, mais dans ce cas-là, on ne commande pas. La meute, alors... Non, mais de toute façon, il va faire sa visite en prison, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, il est venu avec des gens compétents pour parler de ses problèmes. Parce que c'est compliqué d'abord de faire rentrer des journalistes en prison, c'est déjà très compliqué. Un dernier mot là-dessus, Sophie Obadia. Dernier mot là-dessus, ce sont de très belles photos, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà, c'est surtout ça. Ça n'a rien à voir ni de près ni de loin. Même celle-ci. D'abord, on ne montre pas les prisonniers, on montre le président. Non, mais là, vous avez par exemple une cour de promenade. Donc on vous montre qu'effectivement, c'est assez large, si possible. mais c'est beaucoup plus propre que ça n'est en réalité, vous voyez. Qu'il est seul. Et qu'il y est seul. C'est pas très engageant non plus. Non, mais ça n'est pas la réalité. Non. Le droitiste qui continue de réagir et qui nous dit avec ses photos, Macron réinvente la démagogie. C'est son point de vue. Alors on va parler de la guerre commerciale déclarée par Donald Trump. Bloquer les Harley-Davidson ou les Jean Levis pour répliquer à la guerre de l'acier, on en est là. L'Europe se demande comment réagir aux menaces du président américain qui veut relever les droits de douane. Le protectionnisme, c'est l'ennemi, disent Paris et Berlin, qui sont pourtant mis au pied du mur par Donald Trump. Regardons comment le président américain parle de l'Union européenne. The European Union, we can't do business in there. They don't allow. They have trade barriers that are worse than tariffs. They also have tariffs, by the way, but they have trade barriers far worse than tariffs. And if they want to do something, we'll just tax their cars that they send in here like water. Alors, avant de commenter les propos de Donald Trump, on va voir aussi ceux du premier vice-président de la Commission européenne, c'est Frans Timmermans. Il était ce matin sur Europe 1. Il n'y a pas de protection en protectionnisme. Le protectionnisme, ça coûte très cher à tout le monde. Mais si un autre pays introduit des mesures protectionnistes, la Commission européenne, l'Union européenne, va protéger son industrie. C'est notre devoir, on le fera avec force, on le fera avec rapidité et on le fera dans les règles de l'OMC. Donc pour nous, c'est un message qu'on envoie très clairement à Washington. Ne faites pas ça parce que ça va nuire à tout le monde, mais si vous le faites, on réagira. Marc Landré, je ne suis pas spécialiste du commerce international, mais quand on entend répliquer par boycotter les Harley et les Levis contre la guerre de l'acier, on se dit que c'est un peu faible comme réplique. C'est ce qui est de plus pratique et de plus utile, et c'est ce que fait l'Europe depuis de tout temps lorsqu'un pays décide de relever ses droits de douane sur des produits spécifiques. On l'avait déjà fait en 2002 lorsque Bush avait taxé l'acier, les importations d'acier. On le fait aujourd'hui vis-à-vis de la Chine. Il faut savoir qu'on taxe les tubes d'acier inoxydable chinois. J'ai bossé
passé un peu avant, hein, l'acier anticorrosif, les articles en fonte, les bicyclettes électriques, enfin des tonnes, des quantités inqualifiables de produits dont les droits de douane sont relevés parce qu'il y a des barrières protectionnistes dans ces pays-là. Donc ce sont des représailles. Il y a 3 manières de taxer un pays, enfin d'avoir des représailles contre un pays qui relève ses droits de douane, comme ce que veut faire effectivement Donald Trump sur l'acier. C'est pas encore fait d'ailleurs. Non, et puis on ne sait pas contre ce qu'il va le faire. Voilà, c'est du Trump. Hein. Il y a un an, il devait sortir de l'ALENA, il n'est toujours pas sorti. Donc il faut se méfier. Hein. L'ALENA, on va vérifier ses l'accord de tweets. libre-échange entre le Canada, le Mexique, Il y a 3 manières d'avoir des représailles sur un pays qui fait ce type de choses. 1, on saisit le bureau des représailles de l'OMC. L'Union européenne et les États-Unis sont ceux qui portent le plus plainte devant l'OMC pour des mesures antiprotectionnistes. Et là, c'est très long. C'est d'instruction longue. Généralement, on gagne parce que l'argument, notamment, qui est employé par Donald Trump de sécurité nationale ne tient pas. Donc, si jamais on allait devant l'OMC, on gagnerait, mais ça prendrait des mois et des mois. Et là, on n'a pas le temps si jamais le président américain met en... Donc, il faut hausser le ton. De toute façon, il faut hausser le ton. Et on peut pas utiliser ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, parce que là, ça veut dire qu'on ne vendrait plus aux États-Unis notre acier. Il y a 4% de l'acier importé aux États-Unis qui vient d'Allemagne. Donc c'est important pour l'économie européenne. Et donc, on se retrouverait avec des surcapacités d'acier sur les bras, si je puis parler, en Europe, dont on ne saurait pas quoi faire, et on serait obligé de limiter les importations des pays. Donc, ce serait très, très compliqué. Yvan Rioufol, vous pensez quoi de cette initiative de Trump? C'est des rodomontades? C'est vrai? Il a raison, après tout, c'est une promesse de campagne? Intéressant. D'abord, il est intéressant de voir que quoi que fasse Trump, immédiatement, ça suscite des critiques qui sont souvent très excessives, et en l'occurrence, elles me semblent excessives, parce que à se poser la question de savoir s'il y a une contradiction entre le protectionnisme et le libéralisme, je pense que non. Il peut y avoir un libéralisme qui joue en même temps sur les protectionnismes, à condition qu'il y ait une réciprocité. Et c'est en fait ce que dit Trump. Il dit « je me protège des produits chinois parce que les produits chinois eux-mêmes empêchent les produits américains de rentrer en Chine. Je me protège des produits européens parce qu'eux-mêmes, etc. » Et donc cette petite guerre que promet l'Europe me paraît assez saine. Dans le fond, si l'Europe veut se protéger des mêmes produits qui sont protégés par les États-Unis, qu'elle le fasse. Je ne vois pas là où il n'y a pas matière à scandale. Ce qui me paraît le plus intéressant et ce qui rejoint dans le fond tout ce mouvement qui apparaît, ce mouvement électoral qui apparaît en Italie et ailleurs, c'est que non seulement on retrouve aujourd'hui ce que signifient les nations et les peuples, mais on retrouve ce que signifient également les protections des souverainetés. Et en ceci, Trump me paraît beaucoup plus révolutionnaire que ce que les médias voudraient bien montrer de lui en le caricaturant, parce que je crois que en fait, le sens de l'histoire va plutôt dans ce sens-là. Marc Landré, un instant, puis j'aimerais qu'on donne la parole à l'autre côté de la table. Oui, bien sûr, mais à ceci près qu'il propose de relever de 25% les droits de douane sur l'acier, sauf qu'il va embêter qui? C'est le Canada, c'est pas en Europe, le Mexique, c'est pas en Europe, et le Brésil. Je veux dire, 50% de l'importation d'acier aux États-Unis vient du continent américain. Donc je dirais, c'est... Oui, mais enfin, vous savez très bien que Trump a été élu précisément par tous ces chômeurs qui ont vu la métallurgie. Daniel Bilalian, il joue un jeu. Ce que fait Trump depuis qu'il a été élu, c'est de contenter son électorat. Il a été élu par un électorat américain qu'on ne connaissait pas et qui a peur de perdre son emploi. Et chaque fois qu'il propose quelque chose, c'est pour sauvegarder l'industrie, l'économie américaine. Il est fidèle à son électorat et à son programme. Il n'a pas changé une seule seconde. C'est ça. Alors après, effectivement, une fois sur deux, il revient en arrière. Sur l'ALENA, ça se fait pas. Avec les Canadiens, ils sont en train d'essayer de s'arranger quand même au coin du bois, etc. Mais Donald Trump, on est là à le critiquer en permanence. C'est un homme, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il fait et il dit ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé pendant sa campagne et ce qui fait plaisir à son électorat américain qu'il a élu, c'est-à-dire protéger les États-Unis. Parce que ce qui s'est passé du temps de Barack Obama, c'est quand même de l'eau tiède, quoi qu'on en dise. Sophie Obadia, il est trop critiqué, Donald Trump? Trop critiqué, je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous, il tient un contrat. Il tient le contrat de ses électeurs. Mais ce que j'essaie de comprendre, parce que je ne suis vraiment pas spécialiste, c'est pourquoi, du coup, Wall Street, après les déclarations, a plutôt dévissé. On devrait être dans un America First qui concerne tout le monde. Donc pourquoi, finalement, il n'est pas en accord avec les... Alors ça va nous amener sur le populisme, mais pourquoi il n'est pas en accord avec... Est-ce que ce n'est pas l'industrie automobile américaine qui risque de pâtir de cette guerre de l'acier? Voilà, c'est ma question en fait. Si vous renchérissez les importations d'acier, vous renchérissez leur coût et donc le prix d'achat des voitures. Et pour le coup, les Américains, ils achètent first d'abord.
Donc, je veux dire, l'acier, il n'est pas fabriqué aux États-Unis, il est importé de partout dans le monde. Donc, ça peut avoir des conséquences et une incidence sur, effectivement, l'économie américaine. Et donc, avoir un effet contre-productif par rapport à l'ambition ou à l'objectif qui est affiché. Mais l'un des problèmes de Donald Trump, en l'occurrence, même si c'est un formidable libéral et un grand capitaine, non pas d'industrie, si quelque part, parce que c'est dans le bâtiment, il a fait fortune dans le bâtiment, mais c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que pour les États-Unis, c'est qu'il y a un déficit commercial avec l'Europe. Grosso modo, il y a un delta de 100 milliards. Les États-Unis importent 100 milliards de plus que ce qu'ils exportent vers l'Europe. Donc une manière, en taxant notamment un certain nombre de produits qui viennent de l'Europe, c'est une manière pour lui de rééquilibrer et de donner corps effectivement à cet électorat qui a voté pour lui et qui craint de se voir désocialisé, déclassé à cause d'une Europe qui, franchement, ne se porte pas mieux que les États-Unis, bien au contraire. Les réactions sur ce sujet, elles sont nombreuses. Tardivell qui dit que l'escalade des taxes n'est certainement pas la solution pour les deux parties. One Shot. Pendant ce temps, le Premier ministre indien, Modi, a fait relever les droits de douane sur plus d'une cinquantaine de produits, donc la question de l'Inde après la Chine. Et celle de Jean, cette réaction, le protectionnisme américain revient régulièrement puis s'arrête. On n'a pas de souci à se faire. C'est un peu effectivement le côté, il fait un pas en avant, deux pas en arrière, on ne sait jamais au bout du compte ce que ça donne. C'est ça, Marc Landry ? Oui, puis les mesures anti-dumping, elles sont quotidiennes des deux côtés de l'Atlantique. Les États-Unis le font par rapport à la Chine pour se protéger effectivement des produits qui arriveraient trop peu chers aux États-Unis de la part de la Chine, mais on le fait nous en Europe, je vous l'ai donné par rapport à la Chine, on surtaxe même des produits comme le bioéthanol américain aujourd'hui. Il y a des procédures et donc il y a même... Donc il n'a pas tort quand il dit finalement le leçon qu'on a passé, l'Europe, elle sait ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas la mondialisation qui est en cause à travers ces propos de Donald Trump ? Est-ce qu'on n'est pas à un moment, on en parlera peut-être sur d'autres sujets, mais où les gens en ont assez de la mondialisation qui nous met à la merci de tous les GAFA du monde entier, des sociétés multinationales qui sont installées quelque part et qui payent proportionnellement moins d'impôts que vous et moi. Est-ce que c'est la mondialisation ou c'est l'absence de règles ou c'est des sociétés qui sont suffisamment intelligentes pour pouvoir s'engouffrer dans des vides juridiques ? Ce n'est pas forcément la mondialisation qui est à condamner. C'est plutôt l'absence de règles sur des sociétés qui arrivent à prospérer sur du vide ou sur des choses qui n'ont pas été pensées en amont, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Le problème, il est peut-être plus là, parce que la mondialisation, je suis désolé, mais on en profite tous. Non, ce qui est à penser aujourd'hui, c'est des limites à l'hyperlibéralisme qui voulait qu'on devait laisser faire, laisser passer tout ce qui pouvait être passé et fait, et qu'aujourd'hui on se rend compte, parce que la mondialisation crée peut-être des succès mais également des désastres, que cette mondialisation doit être pondérée. Et elle est pondérée naturellement quand elle se heurte à des frontières. Et là on redécouvre... Trump nous fait redécouvrir ce que signifient les frontières, ce que l'on avait oublié depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et c'est ceci qui revient au cœur du débat, la frontière en Italie, la frontière en Europe, un peu partout en Europe, et la frontière singulièrement dans les commerces internationaux. On va en parler de ces frontières en Europe. Je donne encore quelques réactions. Nicole qui nous dit s'attaquer à Levis, à Harley-Davidson, comme veut le faire l'Europe, c'est s'attaquer directement aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas de l'acier. Indirectement, si. Réponse de Marc Landry, si, parce que les automobiles, parce que oui. Alors, à la question que nous avons posée sur Twitter sur ce thème... On peut se lâcher 10% plus cher. Bon, alors, je ne connais pas le prix d'une Harley. C'est un argument de concessionnaire, attention. C'est un achat plaisir, c'est un achat passion, c'est pas un achat raison, une Harley Davidson. Le Bourbon, je dis pas. Le Bourbon, on peut en discuter. Donc, la réponse à la question posée sur Twitter, c'était peut-on faire confiance à l'Europe, ou je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais c'est l'idée pour nous protéger de Donald Trump. Eh bien, c'est assez partagé, puisque vous êtes non à voter, vous êtes 52% à voter non. L'Europe ne peut pas nous protéger des déclarations, enfin en tout cas de ce que veut faire Donald Trump en matière de commerce international. Eh bien, écoutez, je vous propose maintenant de parler, et c'est vrai que tous ces termes sont assez voisins, de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui n'aime pas être qualifiée de populiste, pas plus qu'elle n'aime que le Front National soit classé à l'extrême droite de l'échiquier politique. On va le voir et l'entendre dans un instant. Ces mots sont pourtant dans toutes les bouches et dans tous les esprits, et particulièrement depuis 48 heures et les élections législatives en Italie, où le mot populiste se prononce et se dit populista. Alors on va écouter Marine Le Pen, très remontée ce matin sur RTL, et puis on en reparle.
Ce terme est utilisé, et vous le savez, volontairement de manière péjorative pour écarter en quelque sorte de la crédibilité de la vie politique un certain nombre de mouvements qui dérangent le système, qui dérangent l'Union européenne. Alors un coup, c'est extrême droite dans le pire des cas, et le pire est toujours sûr en ce qui vous concerne. Et puis parfois c'est populiste. Mais c'est vous que ça gêne, c'est vous que ça dérange. Et mais on bien ne va sûr pas que ça me dérange, mais évidemment, le fait qu'on accole au Front National ou d'ailleurs à la Ligue ou au FPO autrichien le terme d'extrême droite me dérange car c'est un mensonge. Yvan Rioufol, elle a raison de rejeter ce qualificatif, Marine Le Pen. Pourquoi ne pas l'assumer? De quoi? De populiste. Je pense qu'elle parlait surtout, elle répondait au qualificatif d'extrême droite, parce que j'ai entendu... On a bien écouté, elle parle des deux. Et après, elle a mis le populisme. Oui, c'est différent quand même. Extrême droite et populiste, pour moi, c'est quand même très différent. Mais alors, prenons ces deux termes. Tous ces deux termes sont maintenant jetés à la figure de quiconque aujourd'hui s'oppose à l'Union européenne et de quiconque aujourd'hui ne veut pas entendre ce que disent les peuples quand ils pensent différemment de la doxa, de ce qu'ils pensent différemment de l'opinion dominante. Et donc, de ce point de vue-là, elle a raison de protester et de dire qu'il est trop facile dans ce manichéisme de dire que ceux qui votent mal seraient d'extrême droite ou populistes. Mais moi, j'invite quand même à réfléchir à ce que veut dire le mot populiste. Moi, c'est un terme que je ne rejette pas. Je veux bien me dire comme étant populiste dans le fond. Si populiste, c'est simplement de vouloir jouer le jeu de la démocratie, et populiste est simplement celui qui écoute ce que la majorité silencieuse, si cette majorité silencieuse est vraiment majoritaire. Or, il semblerait qu'elle le soit, en tout cas en Italie, elle l'est maintenant dans beaucoup de pays européens, et elle est en train justement d'ébranler cette Union européenne qui s'accroche à ses valeurs et à ses certitudes, au point même de prendre cette méthode très désagréable qui est d'insulter tous ceux qui la contestent dans son autorité. Et donc, je crois que d'abord, elle a raison, en l'occurrence, mais en même temps qu'il ne faut pas rougir de ce terme de populisme. Sur le terme d'extrême droite, bien sûr, je pense qu'on peut l'évacuer. Je me suis arrêtée quelques instants parce que ça ne correspond pas à la sociologie maintenant qui se... Sur la définition donnée par le Larousse de populiste, finalement, il y a trois exceptions. C'est mouvement politique dans la Russie des années 1870, idéologie politique de certains mouvements de libération nationale visant à libérer le peuple sans recourir à la lutte des classes, et troisième possibilité, tendance artistique, en particulier littéraire. C'était un terme littéraire d'abord. En fait, on n'est pas du tout dans le... Vous avez lu le Larousse, moi aussi. Et donc, populaire, c'est des gens qui se préoccupent de la plus grande partie de la société qui est pas forcément en haut de l'échelle, et populiste, c'est la version négative. Mais aujourd'hui, parce qu'il est associé à la notion de démagogie. D'accord, mais aujourd'hui, à partir du moment où ces mouvements sont les plus populaires, pourquoi employer le mot populiste? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. À partir du moment où vous devenez majoritaire, vous êtes le plus populaire. À partir du moment où vous gagnez les élections. Alors, populiste, c'est peut-être du vrai du temps où Jean-Marie Le Pen recueillait 3 ou 4% avec ses amis de l'OS et de l'Algérie française. Mais aujourd'hui, un mouvement populaire qui prend le pouvoir... Non, mais à l'occurrence, à cette époque-là, ils étaient d'extrême droite. Pardon, oui. L'extrême droite pouvait se qualifier quand même dans ces mouvements qui étaient ceux de Jean-Marie Le Pen. On parlait plutôt de poujadistes, en fait, dans les années 50. Alors, historiquement, c'est encore plus vrai dans la mesure quand Le Pen a été lui-même poujadiste. Lui-même l'a été. Et c'était les petits contre les gros. Parce que c'est ça l'idée. C'est les petits contre les gros. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui dans notre économie super financiarisée? Ça veut dire les riches contre les pauvres. Ceux du centre contre la périphérie. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas un parti qui devient majoritaire, il est populaire, puisque la population dans sa majorité a voté pour lui. Pourquoi lui connoter cette côté négatif? Mais moi, je ne le vois pas comme étant négatif. Mais oui, mais il l'est aujourd'hui, c'est un anathème. On dit de quelqu'un qu'il est poujadiste ou populiste de la même manière. Donc vous avez raison, puisqu'ils sont majoritaires, on ne doit plus les maltraiter. On est d'accord. Comment les qualifier alors, Marc Landré, si démago. On ne peut pas... Démago, on n'a pas besoin d'être populaire ou populiste pour être démago. C'est différent. Démago et populiste, ça n'a absolument rien à voir. Non, ça peut être cumulé ou pas. Mais à partir du moment où vous recueillez la majorité des votes de la population, pourquoi vous dites que vous êtes démagogue? Démagogue, c'est pas négatif. En fait, au fond, toute cette affaire, que ce soit dans les pays de l'Est, en Autriche ou en Italie, et ça l'a été un peu en France avec 11 millions de gens qui ont voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle. C'est des gens qui veulent rester dans leur pays, qui ont peur principalement de l'immigration et de la mondialisation. Ou qui refusent le choix alternatif. Il y a un chercheur anglais qui a défini depuis que deux types de population aujourd'hui. Il y a les somewhere et les anywhere. Les somewhere, c'est des gens qui, sans être contre le progrès, veulent être de quelque part
et travailler quelque part et appartenir à quelque chose, à un pays. Et les Anywhere, c'est les avocats internationaux qui travaillent dans open space entre Hong Kong et Tombouctou. Et les Somewhere, c'est cette crainte qu'ils expriment aujourd'hui. C'est Jaurès qui a dit un jour, les pauvres n'ont qu'une seule richesse, leur nation. Je suis d'accord. On va revenir quelques instants sur Marine Le Pen, si vous voulez bien. Finalement, on l'a enterrée un peu vite ces derniers temps, avec l'idée que le débat raté de l'entre-deux tours, le départ de Florian Philippot, s'est démêlé avec son père, les velléités ou non de sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Et puis là, voilà, elle semble très, en tout cas... Je pense qu'elle n'a pas une minute de répit, cette femme. Ça, je pense qu'elle a mal au dos, d'ailleurs. Il paraît que symboliquement, elle est crevée. Mais je pense qu'à plus d'un titre, je ne partage absolument pas ses idées, mais je trouve que c'est une femme très combative. Je trouve qu'en réalité... Quand on dit parfois qu'elle en a plein d'eau... Elle en a plein d'eau parce que tout le monde lui tombe dessus, à commencer par son père, effectivement, sa famille, sa famille politique. C'est beaucoup pour une seule femme ou un seul homme. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'hommes politiques qui ont le même traitement. Je trouve que tous les jours, les journalistes reviennent. Et en plus, je ne parle pas des mises en examen à répétition, dont la dernière qui consiste à la mettre en examen sur les fameuses photos de Daesh. Alors là, pour le coup, me semble une ineptie absolue qui est condamnable, très condamnable. Celle sur les emplois d'assistants parlementaires. Je ne dirais pas la même chose parce que je ne connais pas bien le dossier. En revanche, le reste, je peux me prononcer, c'est absolument insensé qu'elle soit mise en examen pour ce fait-là. On l'a enterrée un peu vite ou pas alors, Yvan Rioufol ? Elle est portée pour l'instant par l'histoire. C'est-à-dire que l'opposition qu'elle a proposée entre mondialistes et souverainistes, c'est une opposition qui se retrouve maintenant un petit peu partout et qui sert de dynamique à l'histoire qui s'écrit en Europe et aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, elle a raison et elle peut réclamer en effet des droits d'auteur. Maintenant, elle a perdu quand même les élections, elle s'est quand même déshonorée dans ce débat face à Macron. Et puis surtout, il y a la survenue de sa nièce qui, elle, certes, fait comprendre qu'elle ne veut pas rentrer dans le jeu politique pour l'instant, mais qui va lancer une sorte de contre Sciences Po, qui s'est inscrit... L'Académie des sciences politiques. L'Académie des sciences politiques, qui a fait un discours remarqué et assez remarquable, dans le fond, dans son professionnalisme devant les conservateurs américains. Et donc, on voit bien que la concurrence aujourd'hui de sa nièce devient pour elle préoccupante, car si sa nièce, qui elle n'est pas du Front National et qui elle, dans le fond, ne s'appelle pas tout à fait Le Pen, puisqu'il s'appelle Maréchal, décidait de s'allier un jour aux Républicains ou à une alliance de cette sorte-là, elle pourrait constituer cette force qui a fait gagner en Italie, ou qui peut faire gagner en Autriche et qui pour l'instant fait perdre en France parce qu'il y a un interdit d'union des droites. Mais je crois que là, il me semble que Marine Le Pen doit pouvoir se poser la question de savoir si elle n'est pas, à terme, un obstacle à cette victoire d'une droite. Marc Landré. Je pense que l'avenir de Marine Le Pen, il est plus lié à celui d'Emmanuel Macron qu'à son sien propre. Si Emmanuel Macron a réussi le pari et réussi à redresser la France, on ne la reverra pas de sitôt. S'il échoue, c'est la porte ouverte à elle ou effectivement à sa nièce qui attend tapis dans l'ombre des jours meilleurs. Mais la part de la concurrence de Laurent Wauquiez. La possibilité, j'allais poser la question. La possibilité d'un jour d'une alliance avec Laurent Wauquiez n'est pas du tout exclue. Non, ben je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je crois beaucoup que c'est l'avenir d'Emmanuel Macron qui déterminera l'avenir de la droite, que ce soit celle de Laurent Wauquiez ou que ce soit celle du Front National ou des Nationaux, comme ils vont s'appeler dorénavant. Mais enfin, ne minimisons pas la mise en examen, effectivement, pour les parlementaires, puisque si elle était condamnée in fine, c'est-à-dire dans 2-3 ans, l'inéligibilité serait acquise. Ah oui. Donc c'est quand même très compliqué pour elle. Ben oui. Vous êtes sur la question de la montée du populisme, si on peut le qualifier ainsi, malgré tous les bémols qu'on peut y mettre, qui était posée hier dans le Figaro, sur le Figaro.fr. Vous êtes 63, et êtes-vous inquiet de la montée des populismes en Europe ? Eh bien, vous êtes 2/3 à répondre que non. Résultat qui vous surprend ? Non. Marc Landré, vous faites la moue. Non, il ne me surprend pas, il m'inquiète. Ouais. Il ne me surprend pas. Non, ça ne me surprend ni ne m'inquiète. C'est en effet, le populisme, c'est cette expression de toute cette partie oubliée d'un électorat qui, pour l'instant, qui aujourd'hui ne va plus voter. Souvenez-vous que pour les législatives, il y a eu 60% d'abstention, que Macron n'a été élu au premier tour, il n'a récolté que 18% des inscrits. Et donc, il y a toute une frange de la population en France, mais ailleurs également, qui ne se reconnaît plus dans le discours politique
et précisément qui est attentif à ce que l'on appelle aujourd'hui le discours populiste ou qui pourrait être le discours souverainiste. Je crois que c'est surtout le fait que beaucoup de gens s'aperçoivent que l'Europe ne tient pas ses paroles, c'est-à-dire que l'Europe, par exemple sur l'immigration, l'Europe n'a pas décidé d'une véritable politique qui soit acceptée par tout le monde. En revanche, on s'intéresse beaucoup aux marques AOC des vins et à la taille de nos fromages. Donc les gens le ressentent, ça. Alors, vous savez, il ne faut pas juger aux apparences, mais les apparences sont rarement trompeuses. Est-ce que ressentent nombre important de Français, et votre sondage le prouve, c'est qu'ils ont l'impression que leur gouvernement, leur pays n'existe plus et que l'Europe ne les protège pas. Donc ça fait... Puis c'est loin. Ce qui se passe ailleurs en Europe, c'est loin. C'est loin de leur quotidien. Donc oui, la prise de conscience, elle est aussi c'est délicate. toujours à demi-mot, c'est toujours... Il y a pas, regardez sur l'immigration, quand même, on n'a pas été foutu d'établir une politique limitant ou limitant pas, j'en sais rien, mais quelque chose de clair et de net. Et les Italiens, ils reçoivent tous les jours 10 bateaux de réfugiés. Donc moi, je comprends mieux pourquoi il y a eu ce vote en Italie. Bien sûr. Et l'échec de Renzi est l'échec de l'Union européenne. Renzi était l'enfant de l'Union européenne. Donc, à travers tout cela, c'est quand même l'avenir de l'Union européenne qui est aujourd'hui posé à travers le scrutin italien, mais également à travers les autres. Oui, d'ailleurs, quand on écoutait ce matin le vice-président de la Commission européenne sur le plateau d'Europe 1, lui était très content de ce que l'Union européenne avait fait en Italie. Ah bon? Oui, c'était hallucinant. En plus, il ne comprenait pas le message envoyé par les électeurs italiens. Mais ces gens sont tellement... Mais les gens ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte que cette Europe ne fonctionne pas telle qu'ils l'imaginaient eux, c'est tout. Et puis le traité de Lisbonne est passé par là. C'est l'Europe des oligarques qui se caricature dans son oligarchie. C'est alors, petit contre les gros, c'est la même démarche. C'est-à-dire ceux qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. L'Europe, c'est pas en Europe qu'était Nicolas Sarkozy ce week-end, c'était à Abu Dhabi. Il a eu des propos assez intéressants, on va les voir à l'écran, sur justement l'avenir de la démocratie, le sens du leadership. Il dit par exemple, les grands leaders du monde viennent de pays qui ne sont pas de grandes démocraties. Je crois que c'est le leadership qui fait le pays. Il dit un leader fort dans un pays qui n'est pas une grande démocratie n'est pas synonyme de populisme. Et où est le populisme en Chine, à Abu Dhabi, le populisme en Russie ou en Arabie Saoudite? Si les grands leaders quittent la table, les dirigeants populistes vont venir et vont les remplacer. Comment vous interprétez? Alors, vous n'avez peut-être pas le temps de vraiment décrypter ces propos, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire, là, Nicolas Sarkozy? Je ne comprends pas bien, parce que je ne crois pas du tout au principe des grands leaders. Je crois qu'aujourd'hui, on assiste au contraire à la faillite des grands leaders, à la faillite des hommes providentiels, et on assiste précisément à l'éruption de cette société civile qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et je pense au contraire, moi, si j'avais à parier, ce serait que cette société des oubliés, appelons-la comme ça, qui ne pense pas du tout comme les grands leaders, contrairement à ce que dit Sarkozy. Je ne comprends pas très bien sa réflexion. Il ne veut pas dire pouvoir fort, grand leader. Enfin, oui, je pense qu'aujourd'hui, les grands leaders sont sommés de suivre une opinion qui a été trop longtemps délaissée. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on voit que ces oubliés, je veux dire, en Italie ou en Espagne, c'est Podemos, c'est 5 étoiles, et en France, c'est Macron. Qui est l'établissement même. C'est lui qui a été élu président de la République. C'est la grande imposture. Oui, c'est la grande imposture de Macron qui a dit qu'il allait être élu avec 19% du corps électoral. Il a été élu sur un accident de l'histoire. Vous avez bien vu. Il le dit lui-même, en effet. Ce qui est complètement, c'est qu'il pendant 5 ans, il ne fallait plus le beau temps en France. Monsieur Macron va sans doute peut-être réussir, mais en tout cas, effectivement, son élection, il y a 24% du corps électoral qui vote pour lui au deuxième tour, et il est là par le plus grand des hasards. Moi, si j'avais su, j'aurais pris un ticket de l'auto avec lui. Franchement, Chirac en 95, c'est 20%. En 2002, pardon, c'est 20% c'est d'accord. C'est pareil. Non, mais c'est quand même étonnant. Vous ne pouvez pas dire qu'il a été soutenu par la société civile. Il a été soutenu par. Là, il a quand même eu la chance. Je dis simplement qu'il a été élu. Il a bénéficié d'un concours de circonstances qui a fait qu'il est élu. Il a 5 ans, il va décider. Fillon n'avait pas pris sa penderie sur la tête. Reste que c'est le suffrage universel. Mais ce qui est quand même très curieux dans la déclaration de Nicolas Sarkozy, d'abord, c'est qu'elle se tient à Abu Dhabi. Donc, venir parler de leadership dans des pays où, quand même, la démocratie laisse à désirer, et de nous dire qu'en Chine, il n'y aurait pas de populisme. En plus, je crois que là, vraiment, ce sont des raccourcis. On aura l'occasion d'en reparler. Ses interlocuteurs. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Je voudrais juste terminer sur ce point avec Isométrique. Isométrique, un internaute qui nous dit: en Italie, les droites se sont unies et cela paye. La France doit suivre cet exemple pour répondre à la question d'éventuelles alliances entre le Front National et les Républicains de Laurent Wauquiez. Éventualité qui n'est pas encore
une réalité. On va parler enfin d'un dernier thème, c'est celui donc de l'emploi et de la formation professionnelle. On ne réforme plus, on fait un Big Bang. C'est donc la révolution dans le cosmos de la formation professionnelle, révolution qui est menée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, avec l'idée que chaque salarié doit être l'acteur de sa propre formation. Ce sont ces termes. Chaque actif, y compris les chômeurs. Y compris les chômeurs. Les salariés. Très bien. Actif et acteur de sa formation. Merci Marc. Marie-Amélie, il faut être le problème majeur, Marc, c'est que, si j'en crois les chiffres, ceux qui auraient le plus besoin de ces formations sont les moins nombreux à les suivre. Oui, c'est les plus formés. Ça fait 25 ans que ça dure. D'accord. Alors qu'on dépense au total 32 milliards par an en formation professionnelle. 31,5 pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut croire à un meilleur fonctionnement de la formation professionnelle avec cette réforme? En tout cas, ça ne peut pas être pire. Bon, c'est une réponse. Ça ne peut pas être pire. La différence, et pour faire court, est simple entre cette réforme et les précédentes, parce qu'il y en a quand même eu 3 depuis 15 ans, 2004, 2009, 2014, c'est que là, pour la première fois, un exécutif a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire qu'il a décidé de toucher au cœur du système, qui est le financement de la formation, et notamment de couper les modalités de financement de ceux qui en vivent, à savoir indirectement les syndicats et le patronat, qui, à travers un circuit qui est devenu totalement complexe et opaque, vivent ou se répugnent sur la bête. Donc là, on coupe ce cordon ombilical entre les organisations de formation, les systèmes de financement et les collecteurs. Donc on va voir ce que ça donnera. Moi, là où j'ai un grand scepticisme, c'est sur la capacité des individus actifs à se gérer eux-mêmes. Que les cadres deviennent acteurs de leur propre avenir et de leur formation, aucun problème, ils le font déjà. Qu'un chômeur dont on voit les difficultés qu'il a à obtenir une formation à Pôle emploi devienne, grâce à son appli smartphone, acteur de son propre avenir, j'ai beaucoup plus de réticence. Maintenant, ça ne peut pas être pire, donc on verra bien. Et en tout cas, on peut au moins marquer la volonté d'ambition de cette réforme qui tranche avec les précédentes. Daniel Bilalian, un mot. Je dis un mot parce que je vois à la pendule vous avez chacun une minute pour conclure. Je suis d'accord et à la fois sceptique, c'est-à-dire c'est très bien que chaque acteur puisse lui-même se prendre en charge et toucher son allocation après avoir contacté les services nécessaires et le faire lui-même sur plusieurs mois. Cela dit, ça va encore cette fois-ci désavantager les moins instruits d'entre nous qui ne sauront pas le faire, qui ne sauront pas faire ce type de formation sur le numérique. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a qu'une formation puisse, comme ça, adhérer à un système où il va définir lui-même ses possibilités, ses envies, etc. Ça me paraît très avancé. Il existe un conseiller de carrière prévu dans la loi qui est gratuit. Donc, est-ce que ça marchera? C'est comme les médiateurs familiaux qui sont gratuits. Donc, le conseiller de carrière, qui seront ces gens? Je n'en sais rien. En tout cas, vous avez tout à fait raison. Il y a eu tellement de scandales du financement de la formation professionnelle dans ce pays qui n'ont pas été très médiatisés parce que souvent c'était sous couvert syndical qu'il était bon de faire le ménage dans ce grand désordre. À ce propos, parce qu'au-delà des aspects techniques qui sont évidemment intéressants, il y a aussi effectivement la marginalisation ou pas des syndicats. C'est l'avis de Jean qui nous dit les changements dans la formation n'ont pour but que de marginaliser ces syndicats. C'est une bonne grille de lecture. Non. Je pense que là, pour le coup, on peut faire tous les procès qu'on veut à Emmanuel Macron. Je pense que ce qu'il guide avant tout, c'est l'efficacité. Il estime, et a raison, que le système aujourd'hui ne fonctionne pas, n'est pas efficace, donc qu'il le casse pour en proposer un autre. Maintenant, dans lequel, effectivement, de fait, les syndicats ont un rôle moins prédominant que ce qu'ils avaient avant. Inch'Allah, on verra bien l'usage. Si ça fonctionne très bien, et tant mieux, pour tout le monde. Si ça ne fonctionne pas, probablement que le retour de bâton sera violent et qu'on reviendra à un système précédent où les syndicats, tant représentants de salariés que patronales, avaient toute leur place. C'est quand même la fin de la cogestion. On va écouter sur ce point juste un instant pour terminer. Rapidement, Muriel Pénicaud, qui était sur France Info ce matin, sur cette affaire de la cogestion ou pas et des partenaires syndicaux. Pourquoi vous avez validé l'accord trouvé par les partenaires syndicaux, alors qu'Emmanuel Macron dit lui-même que c'est un système hypocrite? On avait envoyé un document d'orientation aux partenaires sociaux et ils ont respecté la feuille de route puisqu'ils ont fait des propositions comme nous c'était sur les démissionnaires. Moi, j'ai un respect énorme pour le dialogue social. Je crois que ça apporte beaucoup. Mais il faut que chacun soit dans son rôle. La loi, c'est le gouvernement et le Parlement. Le dialogue social et définir les règles du jeu pour les chômeurs. Si ça respecte une trajectoire
qui est d'intérêt général, c'est le rôle des partenaires sociaux. C'est la méthode Macron, ça, on cause, et puis après, c'est moi qui tranche. Oui, c'est ce que dit ça, c'est ce que dit Laurent Berger sur Emmanuel Macron. Je pense surtout que la grande différence entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, c'est qu'il a redonné tout son poids aux politiques. Le politique, précédemment, je pense notamment à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande, avait démissionné face aux partenaires sociaux, leur avait délégué un certain nombre de ses propres prérogatives ou de ses responsabilités. Emmanuel Macron ne le fait pas. Il dit « Moi, je veux ça, des Yiddish pour le faire ». Démerdez-vous pour me mettre en œuvre les objectifs que je vous fixe. Si vous n'y arrivez pas, je reprends la main, je ferai ce que je veux. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une manière de ne pas dire les choses, de ne pas être franc, du collier. Il dit, voilà, je veux que vous me fassiez ça. Si vous ne le faites pas, je prendrai mes responsabilités. Et la grande différence par rapport à ses prédécesseurs, c'est que ses responsabilités, il les prend. C'est ce qui me fait dire qu'il donne le tournis à tout le monde. Par exemple. Oui. Eh bien... Mais pas qu'aux syndicats, pour le coup. Ça sera le mot de la fin avec cette réponse de nos internautes à la question « Croyez-vous au Big Bang de la formation professionnelle ?» Eh bien, vous êtes 68% à nous dire que non, vous ne croyez pas au Big Bang. Ils n'ont pas eu le Figaro. Il faudrait quand même s'interroger de savoir pourquoi à chaque réforme qui est proposée maintenant par la technostructure, qui propose des usines à gaz comme ça à répétition, à chaque fois ce sont des Big Bang. On se rend compte dans le fond que les Big Bang, ils font souvent pchit. Les Big Bang font pchit. Bon, eh bien écoutez Yvan, ça sera vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Et puis merci beaucoup et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue qui sera présenté par Vincent Roux. Hans Stark, bonjour. Bonjour. Vous dirigez à Paris au sein de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, le comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, et vous êtes par ailleurs professeur à la Sorbonne Université. En octobre-décembre dernier, vous avez publié chez Septentrion dans la revue Allemagne d'aujourd'hui tout un dossier sur les élections fédérales du 24 septembre outre-Rhin et dont vous êtes là pour nous en parler. Alors ce week-end, il y a eu, le SPD a finalement accepté la grande coalition avec une nouvelle grande coalition avec les conservateurs, que représente donc la CDU, le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel, et la CSU, le parti des chrétiens sociaux bavarois. Hans Stark, il a donc fallu plus de 5 mois à Mme Merkel pour arriver à cette grosse coalition, avant donc d'être officiellement renommée chancelière le 14 mars prochain. Elle en sera donc à son quatrième mandat. Est-ce que ce n'est pas le mandat de trop ? Je ne pense pas que ce soit le mandat de trop, mais ce sera sans doute son dernier mandat. Oui. Donc on n'ira pas vers un 5e, même si elle ne s'est jamais déclarée à ce sujet-là, mais la pression est quand même forte maintenant pour que ce 4e mandat soit le dernier. D'ailleurs, Helmut Kohl a eu 4 mandats pleins. L'ancien chancelier Adenauer en a fait également 4, donc ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Et par ailleurs, il n'y avait pas de rival sérieux au sein du Parti chrétien-démocrate qui aurait pu relever le défi d'être chancelier de l'Allemagne là tout de suite, et donc finalement la CDU était bien contente que Merkel se repose. Pensez-vous qu'elle imaginait qu'elle aurait autant de difficultés ? Ça dépendait vraiment du résultat. Le résultat de la CDU n'était pas très très bon, 33%, mais ils avaient 33% aussi en 2005. Je dirais à 35, et en 2009, ils n'étaient pas très loin non plus. Donc finalement, dans la durée, pour un parti qui est au pouvoir depuis 12 ans, ce n'était pas si mauvais que ça. Mais ce qui a été vraiment ressenti comme une énorme claque, c'est qu'à droite de la CDU émerge ce parti populiste de l'AfD qui fasse 12%. Voilà, alors on va en parler justement. Donc cette grosse coalition est en elle-même compliquée. Bon, je crois que l'accord prévoit un point d'étape au bout de 2 ans, qui montre que la confiance est quand même... Voilà. Dans les partis traditionnels, donc qui est la CDU, la CSU, on a bien vu que les dirigeants, leur légitimité avait été remise en question. Et de l'autre côté, comme vous venez de le dire, il y a la montée donc, de ce parti nationaliste de droite, l'AfD,
avec 93 députés qui vont rentrer au Bundestag. Qui sont déjà rentrés. Qui sont rentrés. Donc comment faire, comment Mme Merkel va pouvoir faire pour conduire son gouvernement? Là, d'abord, elle a une majorité. Oui. Elle est courte, mais elle a une majorité. Oui. Elle a ensuite, quand même, avec au Parlement... des rivaux, avec des rivaux dans chacun des partis de cette coalition. Oui, mais pas des rivaux qui, maintenant, vont contester la place de Mme Merkel en tant que chancelière. Certes, il y a maintenant un rival qui monte tout doucement, un certain M. Spahn, mais elle a eu quand même l'habileté de le nommer ministre à la Santé. Voilà. Donc, il doit maintenant se montrer loyal. Et s'il ne le montre pas, cette loyauté vis-à-vis d'Angela Merkel, il va se suicider politiquement. Donc, on n'aura pas quelqu'un qui va se raser le matin pour réfléchir à chaque fois. Voilà. Donc, on n'aura pas ce côté-là. Et puis, Spahn n'est pas le Sarkozy sous Chirac il y a quelques années. Ça n'a rien à voir. Donc, franchement, je pense qu'elle va pouvoir gouverner tranquillement. Par contre, si jamais elle commettrait la folie de se dire « Ah ben, je vais aller au-delà de 2021 », là, franchement, je pense qu'il y aura une levée de bouclier. Donc, on va maintenant la laisser tranquillement gouverner jusqu'en 2021. Le monde est suffisamment instable pour ne pas rajouter à l'instabilité et l'instabilité à l'allemande. Et donc, je crois franchement, il va être suffisamment raisonnable maintenant pour gouverner jusqu'en 2021. Mais revenons donc sur Mme Merkel. On peut dire quand même que l'essentiel de sa difficulté porte sur sa politique migratoire quand même. On peut dire ça? Non. On ne peut pas dire oui ça. Oui et non à la fois. Le 1 million donc, de migrants qu'elle a fait rentrer en 2015. Ça fait partie de la chose. On lui reproche, au sein de la CDU, d'avoir trop recentré la CDU. D'avoir finalement presque mené à une social-démocratisation du Parti chrétien-démocrate, dont la politique migratoire fait évidemment très largement partie. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le mariage pour tous, il y a l'abandon de la conscription, il y avait la sortie du nucléaire. Donc tout ça, ce sont des décisions qu'elle a prises un peu seule, qu'elle a un peu imposée aussi, sans qu'il y ait trop de débats. Et la politique migratoire a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Et la CDU, finalement, se trouve certes au pouvoir depuis 2 ans, mais sans réel attachement idéologique aujourd'hui. Donc ils cherchent leur voie en quelque sorte. Chacun cherche à voir. Parce que côté SPD aussi, on cherche à voir. Et ailleurs aussi, tous les partis aujourd'hui cherchent leur voie en quelque sorte. Ils veulent se repositionner sur l'échiquier idéologique et politique. Et Mme Merkel, elle n'aime pas ça, c'est-à-dire c'est une femme pragmatique, elle veut que ça roule, que ça marche, que ça fonctionne, et elle ne se pose pas de questions métaphysiques pour savoir est-ce que je suis suffisamment à droite ou centriste, ou catholique, etc. Et ça ne plaît pas toujours. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas la limite de cette fin du clivage gauche-droite finalement? Elle est l'expression même de la fin du clivage. Elle est d'une certaine façon en même temps. Et on voit la limite. On peut le dire ainsi, même si elle ne prononce pas cette phrase, elle est pour moi la traduction même de cette idée-là, qu'il faut d'abord être efficace. Or, nous sommes aussi aujourd'hui dans un monde de plus en plus clivé sur le plan idéologique, et donc dans la mesure où elle a centré le discours et la politique allemande, elle a évidemment aussi laissé un vide à sa droite, qui maintenant... Elle ne va pas lui faire de cadeau, j'imagine. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur cette politique migratoire. Il y avait évidemment le volet humanitaire, mais il y a aussi le volet quand même économique, à savoir que l'Allemagne souffre d'une baisse de natalité et d'un vieillissement de sa population. Et donc, à partir du moment où Mme Merkel limite, comme lui a demandé les conservateurs de la CSU, limite la politique migratoire, comment l'Allemagne peut faire face à l'accroissement du poids financier des retraites et peut-être une baisse du niveau de vie? Alors, les réfugiés qui sont venus ne sont pas ceux qui vont colmater les brèches en Allemagne sur le plan démographique. Ils ne sont pas formés ils ne parlent pas allemand, ils sont pour la plupart peu formés, ils ne vont pas pouvoir combler le déficit de main-d'œuvre qualifiée. L'Allemagne continuera à chercher des personnes immigrées, elle va privilégier, à mon avis, l'immigration sud-européenne, voire est-européenne. Elle va alors privilégier les immigrés qui ont des diplômes, qui ont une scolarité aboutie, qui parlent un peu allemand et qui s'installent. Donc, ce sera une immigration choisie. Donc, l'Allemagne continuera à être ouverte à l'immigration, mais les personnes qui sont venues d'Afrique et du Moyen-Orient, notamment de la Syrie et de l'Irak, qui sont donc des réfugiés de
guerre ne sont pas ceux-là qui vont... ils vont quand même un jour rentrer sur le marché du travail et cotiser, non? Ils le font, mais ce n'est pas forcément là où on attend des besoins. Enfin, nous avons les besoins en Allemagne. On a besoin au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Et à ce moment-là... Donc finalement, quand on résume la politique migratoire de Mme Merkel en disant c'était assez égoïste, c'était pour... c'est une erreur. C'était économique. C'est une erreur. C'est une erreur, d'autant que l'Allemagne continue à avoir un flux d'immigration d'Italie, d'Espagne, de Bulgarie, de Pologne, enfin d'un tas de pays qui viennent, qui s'installent pour un temps en Allemagne. Et voilà. Là, elle a agi dans cette affaire migratoire parce que d'abord les réfugiés étaient déjà en Europe. Imaginez un instant, ils étaient là, ils étaient en Hongrie, en Macédoine, en Serbie, ils étaient sur la route. Imaginez un instant que l'Allemagne fasse la politique de la Hongrie, de M. Orban, en disant, allez, barbelés de fer à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Quand vous voyez des barbelés de fer en Hongrie, vous dites, c'est moche. Quand vous voyez des barbelés de fer en Allemagne, vous pensez à Auschwitz. Ça, oui, effectivement. Alors, il y a un autre sujet qui est quand même lié aussi à l'affaire des migrants, c'est cette montée en Europe donc, du populisme. On vient de le voir encore en Italie ce week-end, où les partis sociaux, le Parti social-démocrate, c'est un peu, pas effondré, mais enfin, bon, pas loin. Et en revanche, laisse la porte ouverte à la Ligue du Nord ou au mouvement 5 étoiles, qui sont quand même des mouvements nationalistes, en réaction quand même un peu avec cette politique migratoire, il faut le dire. Si ce n'est pas, enfin, c'est peut-être pas la seule raison, mais quand même. Alors, on compte beaucoup sur ce fameux couple franco-allemand pour relancer l'Europe avec tous ses défis, souveraineté économique, commerciale, fiscale, de défense aussi. Est-ce que le couple franco-allemand, avec cette coalition un peu fragile, peut relever les défis de l'Europe? Alors, d'abord, il y a un volontarisme du côté français comme allemand de travailler ensemble. En Allemagne, on a bien vu à quel point on était soulagé quand Macron a été élu et non pas un des concurrents parmi les autres, pour ne pas nommer Marine Le Pen, évidemment. Et je pense qu'en France, on ne veut pas de l'instabilité politique en Allemagne non plus. Donc là, on a maintenant ce couple-là, Merkel-Macron, qui va travailler ensemble. C'est une première chose. Il y aura un traité franco-allemand ou une espèce de révision du traité d'amitié de 63 existant entre la France et l'Allemagne, qui va servir de feuille de route pour les années à venir. Ce traité sera signé en 2018, peut-être cet été, peut-être quelques mois plus tard, mais il sera là. En tout cas avant les élections européennes. Ah oui, et donc ça veut dire nous avons un échéancier, ça c'est très important. Nous avons un troisième domaine où nous allons sans doute pouvoir travailler beaucoup ensemble, c'est le contrôle justement et la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, parce que c'est dans notre intérêt vital. Schengen et tout ce qui va avec. Et aussi justement pour soulager l'effort des Italiens et des Grecs, pour qui la surveillance du sud méditerranéen relève de l'impossible. Regardez la topographie grecque, je veux dire, avec tous ces îlots, comment est-ce qu'on va là. Donc là, on peut travailler ensemble. Là où ce sera beaucoup plus difficile, ce sont deux domaines. L'Europe de la défense, parce que le SPD n'est pas un parti qui est très engageant sur les affaires militaires. Et donc a demandé de limiter le budget de la défense. Exactement. Donc en tout cas, de ne pas l'augmenter. Voilà. Ne pas l'augmenter, alors que l'Allemagne s'était engagée quand même à porter jusqu'à 2% du PNB le budget de la défense. Et on est très loin, on est à 1,2, 1,3. Et donc l'Allemagne fait des choses, mais c'est très largement, malgré tout, insuffisant. Donc là, je pense que l'Allemagne continuera à avoir du mal à dégager une vraie politique, sachant aussi que la France regarde sans doute davantage, et pour cause, vers le sud, notamment le Sahel, et l'Allemagne regarde quand même aussi un tout petit peu vers l'Est, parce qu'il y a la Russie. Vers l'Est, oui. Donc il y a aussi de ce point de vue-là des divergences. Et puis je termine sur l'Europe, sur l'eurozone en particulier, c'est là que les divergences sont les plus profondes. Et le reste, et les propositions qui peuvent aller dans le bon sens de Emmanuel Macron touchent à des lignes rouges évidentes. Emmanuel Macron met la barre assez haut. Et l'Allemagne, la CSU n'a pas du tout envie d'entendre parler. La CSU, pas du tout. Pas du tout. La CDU, très majoritairement non plus. Il y a la pression des libéraux et la pression surtout de l'extrême droite. De l'AfD. Donc ça fait quand même des boucliers assez importants. Vous êtes optimiste sur la question européenne finalement Je suis réaliste sur les affaires européennes parce qu'il ne faut pas être optimiste, il ne faut pas être béat, il faut avancer. La France doit faire preuve de pédagogie vis-à-vis de l'Allemagne pour qu'elle sorte de ses réserves.
Ça, c'est quand même important malgré tout qu'on consolide l'eurozone, mais ce n'est pas dans les 3 ans qui viennent qu'on va réaliser tout ça. C'est comme ça parce que les divergences franco-allemandes sont anciennes, remontent pratiquement jusque dans les années 70. Ce qui veut dire que dans les 3 ans prochains, on risque de voir encore le populisme croître. Le populisme s'est installé de toute façon, à mon avis, durablement. Et ce n'est pas parce qu'on va nommer un ministre européen des Finances ou même ayant un budget de l'eurozone qu'on va régler le problème du populisme. Finalement, c'est sur Schengen que vous êtes le plus optimiste, je ne sais pas, puisqu'il ne faut pas dire pessimiste, optimiste, mais... Je pense que là, surtout, les divergences sont moins profondes. Les divergences, nous avons en France, en Allemagne, la volonté de travailler ensemble, mais nous avons 2 grands problèmes. Nous n'avons pas la même culture économique et nous n'avons pas la même culture stratégique ou géopolitique. Oui. Et les questions de culture sont importantes. Écoutez, ce n'est pas réjouissant. Mais... Et d'ailleurs, derrière l'Allemagne, il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a aussi les Pays-Bas, il y a la Slovaquie, l'Autriche, etc. Donc il y a les pays du Nord qui pèsent aussi dans le débat. Donc l'eurozone, s'il vous plaît, ce n'est pas France-Allemagne. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais on compte beaucoup sur le fonds franco-allemand. Absolument. Écoutez, merci pour cet éclairage allemand, italien et européen, finalement. Je vous en prie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.